Bonjour et bienvenue dans la webconférence du Salon du Cheval d'Angers, l'épisode numéro 2. On s'est déjà retrouvé hier à la même heure à 11 h pour parler de l'alimentation des chevaux. Aujourd'hui, on va parler surtout du tourisme équestre, comment développer le tourisme équestre dans un territoire. Et ça se tombe bien parce qu'on est dans les Pays de Loire où c'est franchement un succès cette politique. Donc on va essayer de développer un petit peu ce thème au cours des minutes à venir. 3 invités avec nous pour évoquer ce thème. On commence, galanterie oblige. Sophie Cellier, directrice du domaine départemental de l'Île-Briand, organisatrice du Mondial du Lion d'Angers, que tout le monde connaît évidemment, la référence, le championnat du monde des 6 et 7 ans en concours complet. C'était il y a peu de temps, avec beaucoup de monde, Sophie, dans les allées, notamment le jour du cross. Et également, aujourd'hui, sur le thème du tourisme, vous avez accueilli l'Equirando cette année, avec là aussi un grand succès. On y reviendra. Merci d'être avec nous, Sophie. Éric Touron, conseiller régional des Pays de Loire, en charge de la filière équine, donc pile poil dedans, éleveur et puis passionné d'équitation, parce que vous n'êtes pas dans ce milieu équin par hasard, éleveur de trotteurs, c'est ça, fils d'entraîneur, de cavalier. Non, c'est plutôt le contraire, je suis père. Micro, avec le petit micro. C'est plutôt le contraire, je suis père. D'accord. De cavalier et de passionné de chevaux. Donc vous êtes dedans du matin au soir. Du matin au soir, voilà. voilà. Et même la nuit quelquefois. Voilà. C'est ça, c'est un métier de 24 heures sur 24. Et puis Vincent Pipeau qui est entrepreneur, fondateur des Attelages de la Vie. Vous allez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Vous êtes basé en Vendée, je crois, vous allez nous expliquer. Et vous proposez beaucoup d'activités liées au tourisme équestre, Vincent. Alors au tourisme et à la vie des stations. Je vis sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais j'œuvre aussi sur le pays de Saint-Jean-de-Mont. C'est 2 stations dédiées au cheval. Donc voilà, ce sera l'occasion d'en parler. D'accord. Et ben justement, puisque vous avez le micro, votre activité, c'est quoi exactement ? Moi, j'ai démarré il y a bientôt 20 ans comme conteur de paysages. Donc, c'était un modèle un petit peu innovant à l'époque. C'est-à-dire qu'à partir de randonnées attelées, donc de 2 chevaux de trait ou 2 chevaux de demi-cent, ça dépendait à l'époque, ou 3 parfois, j'emmenais entre 10 et 20 personnes à travers les paysages, et les paysages devenaient un livre qui raconte une histoire. Et donc c'était prêter nos yeux, nos oreilles, notre sensibilité pour la traduire avec les autres. Et voilà, on faisait que ça. Et puis pour des raisons économiques, pour des raisons d'organisation, pour plein de choses, on a trouvé du travail pour les chevaux toute l'année. Et donc voilà, on a aussi entretenu notre patrimoine naturel, les dunes, le marais, les rivières. Et puis aujourd'hui, on entretient une des stations. Donc pendant 7 mois de l'année, on fait la propreté urbaine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et on entretient les plages de manière écologique en fait. Depuis bientôt, on vient de boucler la 6e année. Voilà. D'accord. Et avec beaucoup de succès, j'imagine, c'est très tendance, entre guillemets, toute cette volonté de mettre la nature en avant, quelque part. C'est entre 5 et 6 000 personnes qui croisent nos chevaux tous les jours. Donc, c'est pas une paille. C'est beaucoup d'événements. Et puis on continue de proposer nos randos, qui sont directement départ de station. Oui, c'est une vraie identité. Et même les gens qui viennent 4-5 mois sur Saint-Gilles, parce que c'est quelque chose qui est courant. Je suis adjoint au maire à Saint-Hilaire-de-Riez, la commune d'à côté. Et du coup, le maire, quand elle est partie en campagne, m'a dit j'ai besoin de toi dans l'équipe, mais il faudra que tu me trouves un autre tractionneur animal pour faire les plages. Et donc, Saint-Hilaire a entretenu ses plages de manière écologique cette année, avec le cheval aussi. Voilà, donc ça fait des petits. Et c'est pas rien, parce que je crois que si on va de Saint-Gilles à Saint-Jean-de-Mont, c'est quand même 300 000 à peu près personnes par semaine qui sont présentes sur ces stations et du coup rencontrent le cheval. Voilà. Une belle initiative. Monsieur Touron, au niveau des Pays de Loire, il y a beaucoup aussi d'actions qui sont menées autour de ce thème du tourisme équestre. Alors nous avons la chance, effectivement, en Pays de la Loire, d'avoir des sites clairement identifiés cheval, Saumur, bien évidemment, l'Île-Briand, Le Mans, la Vendée, avec des éleveurs de grand renom. Alors, nous avons effectivement une politique autour de la filière équine dans sa globalité, puisque rappelons quand même que c'est 11 000 emplois
dans les Pays de la Loire, ce n'est pas neutre. Et puis le tourisme équestre, effectivement, nous avons une volonté de le développer, puisqu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a une recherche de vacances liées à l'environnement, liées à la nature. Et les équitants aussi évoluent. Il y a des équitants effectivement qui cherchent à aller dans les concours, qui cherchent la compétition, mais il y a de plus en plus d'équitants qui veulent monter à cheval pour être au plus proche de la nature. Et le randonneur, me semble-t-il, a évolué dans sa conception de son déplacement. Aujourd'hui, il y a deux options. La première qui consiste à avoir un lieu où on peut rester une semaine et randonner en marguerite, pouvoir partir le matin, rentrer le soir, être dans un lieu confortable, être dans un lieu qui peut accueillir également de façon très agréable les non-équitants de la famille. Et puis il y a aussi l'équitant qui cherche une itinérance, pouvoir faire une boucle d'une semaine dans des lieux aussi de bon accueil. Et là, nous avons un travail à faire parce que les lieux, nous les avons, mais parfois le lien est assez difficile pour l'itinérance. Et puis, nous avons quand même des projets autour de la route d'Artagnan, cette grande route européenne de cavaliers. Nous avons, nous, la route des Cardinaux ici dans les Pays de la Loire, mais c'est assez difficile encore de pouvoir faire des liens. Alors nous allons y travailler bien évidemment avec le CRTE, et puis je pense que avant la fin de ce mandat, nous pourrons proposer des circuits ouvrant la possibilité de randonner en marguerite ou de randonner dans une itinérance où le confort sera aussi au rendez-vous, parce qu'il y a une clientèle qui le recherche, une clientèle qui peut apporter une plus-value importante sur le territoire. Donc nous allons développer l'ensemble de ces projets. Il faut trouver l'équilibre un peu entre le côté un peu roots et le côté un peu confort. Il en faut pour tout le monde. Il faut trouver le juste milieu. Et puis il y aura toujours le randonneur qui partira avec sa toile de tente, qui couchera au bon lui semblera. Mais nous en discutions avec Vincent, ce type de randonneur a tendance non pas à disparaître, mais être un peu moins nombreux. Et voilà, il y a une vraie clientèle qui recherche la nature et des lieux magnifiques, des lieux aussi où on peut raconter des histoires. Vincent a raison, les gens cherchent aussi des histoires, qu'elles soient sur le paysage, sur les lieux où on les accueille. Il faut pouvoir lier tout ça. Et puis, en Pays de la Loire aussi, on peut associer des produits locaux de grand renom. Il paraît qu'on mange pas mal. Et on boit très bien. Voilà. Donc voilà, nous avons tous les atouts pour pouvoir développer ce tourisme équestre. D'accord. Alors j'en profite, merci Monsieur Touron, j'en profite, vous pouvez nous poser vos questions, nos invités y répondront. N'hésitez pas à aller sur le chat pour poser vos questions sur ce thème, notamment du tourisme équestre. Sophie, donc directrice du domaine de l'île Briand. Depuis combien de temps vous avez pris la tête du domaine, Sophie ? Je suis à l'île Briand depuis un petit peu plus de 4 ans. Voilà. Et mars 2017. Et je me souviens, on en avait discuté, vous m'aviez dit, voilà, l'île Briand était réputée évidemment pour le mondial du Lion, ce championnat du monde de complet, et pour les courses. Et vous, votre volonté, c'était un petit peu d'ouvrir le domaine à autre chose, et les équirando sont une belle démonstration de cette volonté. Oui, on est exactement. Quand je suis arrivée en fait en 2017, c'est exactement dans ces termes que j'ai proposé à mes élus d'y accueillir le Quirando. Je me suis dit, le site est connu, comme vous le disiez Pascal, très connu dans le milieu des courses, très connu dans le milieu du complet et des sports équestres. En revanche, j'ai souhaité vraiment l'ouvrir. Et je me suis dit, quel plus bel événement pourrait permettre d'ouvrir ce site que le Quirando. Et du coup, on s'est positionné et on a été ravis d'accueillir les Quirando cette année en 2021. Bon, malgré un contexte un peu compliqué, en termes d'organisation en tout cas. Mais on a déroulé, on a accueilli quand même un très bel événement. Alors pour les gens qui ne sont pas forcément spécialistes de ce domaine, les Quirando, c'est quoi ? Alors les Quirando, c'est la plus grande randonnée équestre en Europe. Le principe, en fait, c'est vous avez un certain nombre de kilomètres à parcourir, donc à minima 100 km, avant d'arriver à ce qu'on appelle le site final. Le site final, c'est le site d'accueil. Donc cette année, en 2021, c'était l'île Briand, et sur lequel, en fait, les équirandins, puisqu'on les appelle comme ça, passent 3 jours à faire la fête, à se rencontrer, c'est pas mal, ça. à boire c'est pas des mal coups. comme programme. Voilà, et donc en effet, l'intérêt, c'est que les équirandins viennent de partout.
Donc cette année, en quelques chiffres quand même, Bien les sûr. Kirando, cette année, c'était 450 équirandins, 400 chevaux. Donc alors c'est moins que certaines années, mais le contexte sanitaire nous a pas aidés, C'est évidemment. déjà bien vu le contexte sanitaire. Mais voilà, on a tenu bon et je pense qu'on a eu raison et que ça a fait beaucoup de bien à tous ces équirandins qui étaient très heureux de se retrouver à l'île Briand, site qu'ils ne connaissaient peu ou pas. Voilà, donc 450 équirandins. On a accueilli un public d'à peu près 3000 personnes, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et ça, c'était aussi ma volonté, d'ouvrir le site à des gens du territoire qui connaissent l'île Briand éventuellement à travers le mondial, mais surtout pas pour d'autres choses. Donc voilà, c'était vraiment l'occasion d'y proposer des spectacles, enfin, on y reviendra, mais voilà, des choses différentes d'habitude. Et puis, j'ai envie de donner ce chiffre aussi, mais c'est 80 bénévoles qui sont mobilisés. Et ça c'est toujours un grand plaisir. En fait, il y avait des jeunes, des moins jeunes, des gens nouveaux, connaissant absolument pas la filière, enfin bref, des gens extrêmement motivés. Et ça, c'est toujours un très grand plaisir. Ça a été vraiment un beau projet qu'on a mené ensemble, en fait. Alors, vous dites ensemble, justement, avec les collectivités, il y a beaucoup de passerelles, forcément, parce que ça coûte de l'argent, il y a des subventions. Et puis, dans l'autre sens, il y a des retours aussi pour les collectivités, c'est important. Le budget de l'Équirando cette année, en gros, c'est un peu plus de 250 000 euros. Bon, c'est quand même, il faut trouver ces fonds. Donc, en effet, évidemment, le comité d'organisation s'est tourné notamment vers les collectivités et qui nous ont fortement accompagnés, puisque c'est à peu près 50 000 euros sur le budget qui venait de la région, du département, de la communauté de communes, de la ville, du pays. Enfin voilà. Donc évidemment, ce sont des partenaires absolument indispensables. Et c'est vrai que on a complété ce budget de partenaires privés, de sponsors, et puis d'exposants. On avait un joli village d'exposants présents. Donc tout ça, voilà, en effet, c'est forcément ensemble. Ce projet ne peut pas avoir lieu si on n'est pas capable de se mettre autour de la table et de travailler tous ensemble à livrer ce bel événement. J'ai envie de dire que c'est toujours le cas quand on organise des événements, mais vraiment, l'Équirando, c'est un très beau projet partenarial. Oui. Monsieur Touron, vous confirmez l'importance, l'implication des collectivités. Pour vous aussi, c'est important, ça fait partie de cette politique vers le tourisme équestre, vers les activités équestres. Vous savez que la quasi-totalité des événements équestres, quels qu'ils soient, à part les courses, nécessitent dans 90% des cas l'intervention des collectivités. Alors, pour être très honnête, au niveau de l'Équirando, nous n'avions pas saisi à la région l'importance de l'événement. Peut-être avions-nous été mal conseillés des régions où l'Équirando avait eu lieu les années précédentes et nous n'avons pas été très généreux, je l'avoue, mais il est prévu qu'au vu du bilan de cette manifestation, nous venions apporter une subvention complémentaire. Voilà. Mais effectivement, l'Équirando, sur l'île Briand, peut-être avec la qualité du lieu, la qualité de sa directrice, nous avons eu un très bel événement qui a démontré tout l'intérêt pour le territoire. Vincent. Le milieu de la randonnée auquel moi j'ai beaucoup participé pendant presque 10 ans. Alors, le problème de devenir entrepreneur et impliqué localement, c'est qu'on a moins le temps de randonner. Et ça évoque 3 paramètres très importants. D'abord, il faut des paysages qui attirent et des cheminements protégés, c'est-à-dire des cheminements qui soient agréables. Il faut que dans l'œil, ce soit beau, il faut que sous les pieds du cheval, ce soit joli. Il faut qu'il n'y ait pas trop de pression urbanisée, voilà. En tout cas, qu'on puisse être traversé facilement. Et presque, j'allais dire, qu'on ait une aventure paysagère dans les yeux. On sent aujourd'hui, le randonneur d'aujourd'hui, il évolue. Avant, il allait faire des heures de cheval. Aujourd'hui, il va découvrir. On l'entend beaucoup avec ce milieu plus cultivé. On le disait tout à l'heure en aparté, randonner, c'est avoir un 4x4 ou un fourgon, un van en bon état. On randonne souvent en famille, au-delà de le faire en amis. Donc on a 3-4 chevaux toute l'année. Donc c'est des passions dévorantes. Et on le voit aujourd'hui, les chevaux qui randonnent vraiment bien. C'est-à-dire que c'est des chevaux où on le voit, les gens montent ou attellent toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. On a des chevaux très en forme physiquement, quasiment au niveau de compétition. D'ailleurs, un certain nombre de randonneurs abondent aujourd'hui sur l'endurance, par exemple. C'est une action qui est beaucoup fournie par des randonneurs aussi. Et
Donc ça, c'est important de le dire. Et les Pays de la Loire correspondent à ça. On a encore des territoires où on peut randonner sur des chemins sableux, sur des chemins de terre, etc. Sur nos marais, on a commis parfois l'erreur de bitumer pour des raisons de confort, de ne pas y revenir trop souvent. C'est un peu une erreur, on y revient. Et je le vois aussi, pour ce que je fais moi en randonnée attelée, avoir des paysages variés. Moi, c'est ce qui a fait que je me suis posé à Saint-Hilaire-de-Riez. On a 5 paysages qui voisinent. En 2 heures, tu emmènes des gens qui ont... Alors 2 heures, c'est pas des gens qui veulent juste faire une balade en calèche ou juste monter sur une selle. Hein. On voit bien qu'on a 2 pratiques de loisirs. Hein. Je veux goûter au cheval ou je veux aller voir du paysage avec le cheval. Oui, c'est 2 choses. 2 heures, 2 heures et demie, on est déjà dans la deuxième en fait, ou la journée. Et si on peut croiser des paysages, amorcer des sensibilités, ça marche. Et Saint-Hilaire correspond à ça. On a d'autres secteurs qui marchent bien en Marais breton. C'est justement le cas autour de l'île Briand. J'imagine que c'est pas un hasard. La Mayenne, la Sarthe offrent vraiment des pépites. Hein, le 49 avec les vignes, on a beaucoup de gros rassemblements qui ont lieu autour de Saumur, mais bien au-delà, entre Angers et Saumur. Il y a un rassemblement en général de juin qui fonctionne avec une centaine de chevaux. Je suis en train de chercher le nom de cette randonnée. Voilà. Et ces randonnées sont aussi le fruit de plusieurs mouvements. Hein. Il y en a qui sont issus directement de la Fédération du cheval, avec, donc tu l'as dit, le CRTE, etc. Et puis on a Equirando, Équiliberté, qui a énormément emmené par rapport à ça beaucoup une ouverture différente, etc. Et qui n'a pas toujours été suffisamment perçu ou soutenu. Eh ben, merci hein, de dire ça. Je crois qu'il faut vraiment qu'on porte ces 2 bras armés, parce que c'est 2 manières de voir le cheval, c'est 2 manières de voir la randonnée, c'est 2 manières de s'y préparer, et du coup ça veut dire qu'il y a plus de gens qui participent. Je voudrais dire que le cheval de particulier, c'est le débouché essentiel, c'est un des débouchés de nos élevages. Ça c'est vraiment important. Si on enlève le loisir au cheval de trait, je pense qu'on perd 80% de nos acheteurs. Et si on n'achète que pour travailler, on n'aura pas les bons chevaux. Donc sans, je vais dire, l'amateur, hein, ce qu'on va appeler l'amateur, on va perdre beaucoup de ces chevaux qui sont rustiques, etc. Voilà. Des chevaux ce qu'on appelle des petites races, ou des chevaux de race de trait, ou des croisements, ou des chevaux de selle un peu moins allants, mais qui sont très agréables. Donc c'est vraiment un équilibre énorme à la filière, quoi. Peut-être pour compléter, si vous partez, c'est un conseil là que je vais donner, si vous partez en randonnée avec Vincent, vous connaissez l'heure de départ, mais vous avez dû deviner qu'il était très bavard, et les randonnées durent bien souvent plus de 2 heures. Plus sérieusement, non mais confirmez ce que dit Vincent. Aujourd'hui, autrefois il y avait donc des randonneurs qui voulaient consommer les randonnées, c'est-à-dire que voilà, on les emmenait, ils voulaient faire un tour. Aujourd'hui, les randonneurs veulent vivre les randonnées. Et là, c'est très important parce que pour leur faire vivre les randonnées, on n'est plus du tout sur les mêmes propositions. Et puis effectivement, tu as raison Vincent, ce mouvement développé par Équiliberté, la FFE qui aurait pu le sentir, ne l'a pas senti parce que la FFE est restée sur un schéma de compétiteurs alors que le monde changeait, le monde des équitants changeait. Il y avait une demande pour une équitation plus libre, plus proche de la nature. D'où la création d'Équiliberté qui a effectivement, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais il y a eu quelques tensions, quelques incompréhensions, puisqu'on n'était plus du tout sur le même mode de consommation du cheval. Hein. Et donc, voilà, aujourd'hui, les choses sont un peu plus apaisées, mais nous avons vraiment une révolution, je pense qu'on peut appeler ça, une révolution dans la manière de vivre avec un cheval, de randonner avec un cheval. Sophie, vous confirmez, donc on l'a dit tout à l'heure, l'île Briand très marquée course et compète avec le Mondial du Lion. Vous avez noté cette évolution aussi de l'approche des gens autour du monde du équitant ? Je ne sais pas si j'ai noté cette évolution. Je pense que pour le coup, je l'ai beaucoup impulsé moi-même. Ça, c'est sûr que je crois être quelqu'un de très ouvert et j'ai souhaité cette évolution. Alors, ce qui est sûr, c'est que les élus, quand je leur ai fait cette proposition, ont immédiatement répondu oui, présent. Mais donc en effet, oui. Pour moi, la filière
même si elle est très diverse et diversifiée, elle gagnerait tellement à travailler ensemble que, clairement, c'est mon objectif, quoi. Donc je me dis, en effet, à l'île Briand, on était peut-être un peu fermé, on était peut-être un peu, voilà. Je souhaitais réellement l'ouvrir. Et clairement, j'ai été très suivie par les élus locaux. Et puis des élus qui connaissaient plus ou moins. Mais voilà, il y a vraiment des choses à développer parce que dans l'Anjou bleu, pour le coup, on n'a pas forcément beaucoup de chemins très identifiés. Enfin, il y a du travail vraiment important encore à faire. Mais je me dis qu'en ayant accueilli cet équirando, ça permet de mettre le pied à l'étrier et puis de donner envie. Et je crois que ça, on a réussi, oui. Vincent, on a parlé un petit peu, moi j'adore l'idée que vous me racontiez des histoires en traversant des paysages, etc. Question un peu plus terre à terre, monter une entreprise, c'est compliqué aujourd'hui parce que ça fait rêver des gens, ils se disent, voilà, il y a plein de gens rêveurs entre guillemets sans que ça soit péjoratif, mais qui se disent, ah tiens, je vais monter une entreprise, ça va être génial, mais il y a une réalité économique dont il faut avoir bien conscience. Alors, il y a une réalité économique. Il y a deux niveaux dans votre question. Enfin, peut-être que tu m'aideras, et puis l'autre qui est vraiment propre à l'entrepreneur. Le premier, c'est que vendre des randonnées, qu'elles soient montées ou attelées, à des clients au-delà de la balade sur le cheval, le cheval sur la mer. Chez nous, c'est beaucoup le cheval au bord de la mer, donc on sort à 19h, par groupe de 15, avec des accompagnateurs de tourisme, on fait son heure, son heure et demie, on rentre. Ça, c'est le côté fun, etc. Mais aller plus loin, donc plus long dans l'année, etc., ça demande des territoires qui font leur propre promotion de leurs espaces. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous, moi, c'est une des plus grandes difficultés, je pense, faire partie des pionniers de l'idée qu'on peut semer de la nature à partir du cheval, c'est-à-dire que ce soit un médiateur évident en fait de nos territoires. Moi, je pose ce mot clairement. On puisse faire rêver les gens à partir de ça. Moi, je dis que du coup, mes paysages deviennent un livre. Et ça, aujourd'hui, il y a des formations qui le portent. Le haras du Pin porte ces formations. On a aussi un haras dans le sud de la France qui porte des formations très clairement identifiées là-dessus. Donc, on commence à avoir des compétences. Mais si on doit porter à la fois notre propre promotion, c'est-à-dire on est une entreprise, un compteur potentiel, et l'enjeu de notre paysage, c'est-à-dire faire venir des gens pour ça chez nous, c'est trop lourd. Parce que nos chiffres d'affaires dédiés à cette part de tourisme, moi je crois qu'au maximum je suis monté à 70 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est une grosse entreprise en tourisme attelé quand on peut faire 70 80 000 euros de chiffre d'affaires uniquement en tourisme, je parle. À part quand on habite des grandes villes avec 3-4 calèches qui font des visites d'une heure. Mais là je vous parle de randonnée en pleine nature. C'est difficile d'aller plus loin parce qu'il faut qu'on fasse des promotions de territoire. Dans ma région, les élus ont pris ça en main, et notamment le maire du Perrier, à travers un syndicat interville, porte vraiment l'enjeu du Marais breton. Et du coup, maintenant qu'on parle du Marais breton, on va pouvoir vendre cette manière de le découvrir. Je sais pas si voilà. Saint-Hilaire-de-Riez travaille aujourd'hui sur cette trame, là où je suis essentiellement acteur, pour que ça ressorte davantage au niveau de l'office de tourisme, etc. Ça, c'est le premier frein. Donc, il faut qu'on soit aidé dans la promotion. Et ensuite, c'est des activités saisonnières. Si on veut bien les faire, avec un peu de sensation, du cheval qui bouge, etc. Moi, ça m'est arrivé souvent de vendre des randonnées en 2h30 qui faisaient 15 km, 15-16 km. Attelés, vous voyez, c'est quand même des chevaux en forme qui doivent bouger sur des charges d'1,5 tonne à 3 tonnes. Donc 3 chevaux dans ce cas-là. Ça veut dire que c'est des chevaux qu'on a préparés tout l'hiver. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée que mon activité soit plus spécialisée en tourisme, mais fasse plein d'autres choses. Et aussi pour mobiliser des personnels, c'est-à-dire avoir des agents capables d'atteler mes chevaux en mon absence, capables de réaliser une partie des missions. C'est quand même un véritable enjeu. Le principal frein du cheval en ville aujourd'hui, c'est l'employé. C'est d'avoir un acteur humain. C'est plus le cheval, encore que on ne trouve pas tant de chevaux de trait sur le marché aujourd'hui. C'est vraiment de trouver l'acteur humain. Et ça, il faut donner de la perspective d'emploi et de salaire. Et donc, il faut des activités qui se complètent. Moi, j'ai eu la chance chez moi d'être un peu entendu par les élus. En tout cas, que les gens soient ouverts ou nous donnent la chance à d'autres travaux. Et moi, mon entreprise, on a travaillé plus de 40 km de rivière en 6 ans, par exemple. Ce qui est un super boulot pour les chevaux l'hiver. Donc, ça les garde en muscle, au travail, etc.
On a pu aussi faire beaucoup d'entretiens de dunes, d'espaces dunaires. J'ai même fabriqué un chariot spécial avec une grue pour faire du transport en milieu naturel. Ce qui fait que mes chevaux, je les mets à 3. Les mêmes chevaux qu'emmènent la 20 places l'été en navette hippomobile, parce que maintenant on a aussi ce type de prestation. C'est-à-dire que sur les stations, on emmène les gens d'un parking extérieur à la ville au centre-ville, ce qui va être une mobilité voiture. Ça, c'est vraiment un truc d'avenir. On est bien plus efficace que l'électricité. Donc ça, c'est aussi un gros enjeu. Eh bien, ces chevaux-là, du coup, trouvaient leur emploi, ou trouvent encore leur emploi, l'hiver, en fait, en transportant sur des dunes sensibles des végétaux qu'il faut enlever pour que les plantes initiales reprennent leur place. Voilà. Et c'est ce jeu-là que moi j'ai conduit pendant 6-7 ans. On s'est rencontrés comme ça d'ailleurs avec Monsieur Touron en présentant cette action très développée avec la mairie de Saint-Gilles, qui est voilà. Aujourd'hui par exemple, on arrive à emmener des villes à comprendre que la saison de propreté urbaine, pour qu'on ait des gens et des chevaux, c'est plus 3 pas mais 7 mois. Saint-Gilles a franchi le pas il y a 2 ans avec l'aide de la région. Et aujourd'hui, j'ai ramené du matériel que je suis allé chercher hier, qui a arrêté de travailler il y a 3 jours. Voilà, ça, on commence à prendre forme, c'est-à-dire qu'on a commencé notre saison au 1er avril, on vient juste d'arrêter. 7 mois, c'est 3 chevaux qui ont eu un boulot et qui du coup ont du boulot toute l'année. 7 mois de travail, c'est du boulot toute l'année. On va les entretenir un peu cet hiver, etc. Et donc ça, c'est un vrai boulot. Et c'est pas simple. Mais voilà, aujourd'hui, moi j'ai des petits problèmes de santé, donc je me reprojette aussi sur un modèle économique qui revient un petit peu plus vers le tourisme, tout en aidant des jeunes à démarrer les actions d'espace naturel que j'ai démarrées. Il y a un chantier de Baccaris à Noirmoutier, une station encore, sur lequel on a engagé des chevaux hors saison pour enlever du Baccaris. Et là, c'est pas moi qui le fais, c'est un jeune auto-entrepreneur qui vient de démarrer son entreprise, qui tout seul n'est pas sécurisé, donc je lui ai prêté un bon cheval. C'est moi qui ai répondu au marché, donc j'ai mis un de mes chevaux à disposition. Il fait le travail, j'y vais 3 fois par semaine. On l'aide à s'inscrire et du coup, ça va peut-être être un professionnel demain pour labourer des vignes au sud de Nantes. Vous voyez, donc il faut qu'on arrive à trouver ces équilibres et puis peut-être qu'il viendra lui m'aider à faire cheval en ville ou amener des calèches pour le tourisme l'été. Vous voyez, il faut qu'on arrive à créer cette espèce de... En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et du coup, depuis 3 ans, on a pu vendre 556 journées de cheval par an dans l'entreprise. Quand je raconte ça, tout le monde fait un mouvement de recul. Je crois que cette année, c'est plus encore parce qu'on est passé donc à nouveau à 7 mois et qu'on a fait pas mal de boulot l'hiver dernier. Et donc voilà, là, ça commence à être des chiffres d'affaires qui arrivent à dépasser les 200 000 euros. Ça veut dire qu'on a généré un équivalent temps plein de 4 personnes et demie, 5 en équivalent temps plein. Je parle, et qu'il y a 12 chevaux de trait qui ont pu travailler. Là, ça commence à compter. Voilà. Alors effectivement, Vincent est un passionné. Mais les passionnés, c'est passionnant. C'est passionnant et qui ne compte pas ses heures, parce que je l'ai vu à l'œuvre. Bon, c'est quelqu'un qui l'été, j'ose même pas dire le nombre d'heures que tu fais, parce que c'est impressionnant, mais il le fait avec tellement de passion et tellement de bonheur que je pense que ça lui pèse pas. Par contre, puisque le sujet c'est le tourisme équestre, il faut effectivement que les territoires croient en leur territoire. C'est la base. C'est la base. Il faut croire, il faut des élus qui impulsent cette idée que les territoires peuvent s'ouvrir au tourisme équestre. Et si les élus n'y croient pas, vous pourrez avoir le meilleur des prestataires, ça ne fonctionnera pas. La base est là. Et nous, en tant que région, bien évidemment, ces actions peuvent être soutenues. Comme nous avons impulsé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie donc l'idée de cette collecte d'ordures durant la période estivale, le nettoyage des plages, nous avons aidé de façon dégressive, mais on a impulsé l'idée. Et aujourd'hui, je crois que mon collègue de Saint-Gilles ne reviendrait pour rien au monde à un entretien mécanique et une collecte avec des camions. Voilà, et maintenant ça s'inscrit même dans l'image de Saint-Gilles. Il y a des gens qui sont dans l'image, oui, dans l'image touristique de Saint-Gilles, en disant Saint-Gilles c'est super, il y a des chevaux qui nettoient la plage, et c'est ça qu'il faut qu'on impulse. Mais la base, et ça Vincent l'a très bien dit, ce sont les acteurs du territoire qui doivent s'emparer de l'action initiale.
D'accord. Sophie, pour l'île Briand, ça vous donne des idées, je sais que vous n'en manquiez pas, mais toutes ces paroles, ça vous donne des pistes de réflexion, de choses qu'on peut imaginer se développer dans les mois et années à venir. En fait, pour compléter ce qu'ont dit Eric et Vincent, je pense que le fait d'avoir accueilli cet événement à l'île Briand, justement, ça a montré à nos élus je les rejoins vraiment là-dessus. En fait, ça a montré aux élus que effectivement notre territoire avait un intérêt aussi dans ce domaine-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire maintenant, ok, on a vu finalement la potentialité, enfin voilà. Simplement, on a aussi remarqué que le territoire n'était pas suffisamment équipé. À commencer par les hébergements, enfin, je parlais tout à l'heure des chemins, mais en fait pas seulement les chemins. En effet, on manque d'équipement aussi, tout simplement, et donc on n'est pas capable d'accueillir suffisamment dans des bonnes conditions. Enfin voilà. Donc maintenant, moi, ce que je me dis, c'est qu'on n'a plus qu'à continuer à travailler. Finalement, c'est qu'un début. Ça leur a permis de prendre conscience de l'intérêt de la chose et maintenant et puis de voir aussi les manques. Et donc on doit travailler maintenant ensemble, alors avec les collectivités locales pour développer, et les acteurs du tourisme qui existent quand même, mais qui sont peut-être pas si nombreux dans le Haut-Anjou. Et donc voilà, maintenant il va falloir qu'on travaille là-dessus, parce qu'on a vraiment mis en évidence que ça manquait. Et en effet, Vincent le disait tout à l'heure, mais pour accueillir confortablement, il faut pouvoir être équipé, que ce soit des attelages ou que ce soit des chevaux. Mais voilà, on a pu cibler là de façon temporaire finalement pour cet événement Equirando un certain nombre d'endroits, mais bien sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, et surtout il faut les équiper plus que ça ne l'est aujourd'hui. Oui, parce qu'un cheval, c'est un peu plus compliqué qu'un VTT à ranger, à accrocher à un mur. Justement, une question qui nous est arrivée sur le web de Marc. Peut-on faire cohabiter des chevaux, des randonneurs, des cyclistes? Parce que je sais que je suis cycliste. Alors moi, je m'arrête quand je vois des chevaux arriver, mais je sais que mes confrères cyclistes ne font pas tous la même chose dans la forêt. Donc comment on gère cette cohabitation? Alors, sur les forêts domaniales, on a la chance d'avoir de la place et du coup d'avoir des circuits indépendants. La question se pose pour les attelages, par exemple. On va difficilement en attelage pouvoir prendre un sentier d'une troupe de chevaux qui a galopé parce qu'ils ont trop labouré, et nous, il vaudrait mieux qu'on soit avec les vélos. Et ça, c'est quelque chose qui reste encore à travailler. La plupart des gens qui attellent sont parfaitement conscients des cyclistes, et le mariage se fait bien. Moi, je peux en témoigner. Alors je randonne à titre personnel avec des petites voitures, mais je randonne aussi avec de la voiture qui fait 2,50 m de large et 5 m de long. C'est pas rien, hein, parfois 3 chevaux de front devant. Et j'utilise parfois des parcours cyclables ou partagés agricoles avec. Et sincèrement, ça se passe bien. Même si on ne s'est jamais croisé en fait. Ça se passe bien parce que le gars qui attelle va s'arrêter, parce que le vélo va doubler, etc. De toute façon, on le voit bien, en voie partagée, il y a moins d'accidents qu'en voie unique. C'est quelque chose qu'il faut dire. Moi, je suis la question du vélo de très près dans mon rôle d'élu, par ailleurs. Et je me rends bien compte qu'aujourd'hui, si on n'est pas en voie partagée, on a beaucoup de vitesses qui se prennent, etc. Et il y a de l'accidentologie aussi, en fait. Donc, la voie partagée, c'est important. Et l'utilisation de l'espace doit nous emmener à des voies partagées. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille vraiment. Par contre, la randonnée vélo nous emmène des hébergements, du coup, de nuit, qu'on n'avait pas pour les seuls chevaux. On voit bien, toutes les routes de vélo aujourd'hui emmènent la question de l'itinérance que les hébergements ne traitaient pas. Dès que la saison arrivait, les hébergements, c'était je loue 7 jours. Alors que là, on le voit bien maintenant avec l'itinérance vélo, y compris sur la côte chez nous. Eh bien, la demande de nuitée est faite et il faut y répondre. Sophie, c'est bon, ça marche. Non, simplement parce que c'est amusant cette question, mais en fait, ça a été une des très grosses craintes. Il faut peut-être prendre l'autre micro, pardon, ça finalement, visiblement. Non, mais voilà, ça va marcher, ça doit être une question de pile. Non, c'est amusant cette question, parce qu'en fait, quand on a annoncé l'organisation de l'Equirando au Lion d'Angers, ça a été presque la première question, la grosse crainte. Alors il y a deux aspects dans cette question pour moi. C'est d'une part la question de la sécurité, effectivement, la cohabitation de tout ce monde. Et puis l'autre, c'est oh là là, les chevaux vont abîmer les chemins, c'est pas possible. Et en fait, moi je suis pas du tout spécialiste comme les Vincent, mais sincèrement, la cohabitation s'est extrêmement bien passée et on a retrouvé des chemins
tout à fait en bon état. Alors évidemment, derrière, on est allé les entretenir, enfin voilà, parce que là, il y avait un passage très important, bien plus que tous les jours, on va dire. Mais franchement, j'ai l'impression que c'est vraiment pas une question. Enfin, en fait, il faut vraiment dédramatiser ça. Je crois que oui, bien sûr qu'il faut travailler à cohabiter, mais enfin, c'est vrai dans la vie tout court, quoi, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est une fausse question pour moi, vraiment. Oui, en plus. Oui, effectivement, il faut dédramatiser. Et puis, quel que soit l'usage du cheval, on s'aperçoit que le cheval est respecté. Il impressionne déjà. Il impressionne, mais il est respecté. Alors, c'est pas l'objet du débat, mais le cheval a beaucoup d'autres usages, même quelquefois thérapeutiques. Et on voit bien une police montée, comme il y a à l'île Briand, ou une police montée comme on peut trouver sur les plages. Les relations sont totalement différentes. Il y a un respect pour le cheval. Et effectivement, moi, je n'ai jamais entendu parler de conflit entre cyclistes, piétons et chevaux. Nous l'avons avec les quads, mais pas avec les chevaux. Avec les chevaux, on les respecte. C'est un être qui est aimé, qui est respecté. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit un problème. Dès lors que les routes sont partagées, il y a quelques points de sécurité, évidemment, là où il faudra peut-être travailler, mais le problème n'est pas là. Je pense que le problème, effectivement, c'est plus l'accueil, parce que, comme vous le disiez fort bien, c'est pas un VTT. Il faut accueillir le randonneur et ses chevaux, et les chevaux ont besoin aussi d'être accueillis dans des lieux confortables. Et puis derrière, le fait d'accueillir des chevaux, il faut une fumière, il faut du foin, il faut de la paille, il faut de la nourriture. Donc il y a vraiment là des réflexions à mener, parce que je suis persuadé qu'il y a des lieux aujourd'hui qui accueillent des cyclistes, des touristes, qui avec peu d'investissement pourraient accueillir des chevaux. Ouais, c'est noté. Alors une autre question de Lise. Une semaine de rando à cheval, combien ça coûte ? On est dans le terre à terre, mais c'est la question que beaucoup de gens se posent. Ça, c'est pour vous, Vincent. Alors, c'est plus ma spécialité depuis une dizaine d'années, donc je peux être un peu... Si vous avez votre propre cheval et que vous avez votre moyen de transport, que vous voulez trop faire, qu'on ne compte pas ses amortissements, ça va vous coûter l'hébergement, éventuellement la nuitée en extérieur d'un cheval. Nuitée en extérieur d'un cheval, 5 euros, 5 à 10 euros, ça dépend. Et puis nuitée en box, par contre, plutôt 25-30, voilà. Et puis après, forcément, vous arrivez, il va falloir manger, etc., comme quelqu'un en vélo. Et du coup, si vous voulez le faire dans de bonnes conditions, une nuitée, un repas, vous voyez, ça va vite. On est vite entre 30 et 50 euros la nuit. Mais ça, c'est des budgets classiques de randonneurs. Voilà. Et puis ceux qui n'ont pas de budget vont savoir le faire en autonomie. Et donc, apparemment qu'ils ont réussi à poser leur cheval. Alors, je dis chevaux plutôt, parce qu'en général, quand on est en itinérance, on est plusieurs. On a parfois même un animal batté. C'est quelque chose qui revient actuellement. On voit bien, on a deux dynamiques complètement différentes. Voilà. Moi, après, ce que je vais refaire sans doute à partir de l'année prochaine, c'est de l'itinérance ouverte à des gens qui n'ont pas de chevaux et qui ne savent même pas monter, mais du coup en calèche. Et là, on est quand même assez vite. Si on veut faire un produit de qualité sur un billet de 100 à 150 euros par jour, mais du coup avec un très beau voyage. Et ce que je dis souvent... Et vos histoires. Voilà, et des belles rencontres et des beaux lieux. Mais là, du coup, oui, effectivement, ça peut coûter aussi cher qu'un aller-retour d'avion dans les îles avec un hôtel, mais c'est pas le même projet. Donc, je pense aussi qu'il faut plus qu'on ait honte, nous, de porter les budgets qui sont nécessaires à faire des beaux voyages alternatifs. Les gens sont aussi sensibles aujourd'hui à aller voir des territoires sans les abîmer. Et nos territoires doivent être sensibles au fait de transmettre cette idée qu'on n'abîme plus. Et ça, c'est un des gros enjeux dans le climat. On est en pleine COP 26. Je n'ai pas besoin d'en dire les enjeux. Le cheval est sans doute un des plus gros porteurs aujourd'hui de cette transition écologique, tout en continuant de vivre normalement. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ce mot. Donc, sans engager ces débats, croissance, non-croissance, etc., qui, moi, ne m'intéressent pas du tout. Par contre, du coup, voilà, ils sont de matière à emmener du public sans abîmer.
Vous voyez ce que je veux ouais, dire? bien sûr. Et ça, c'est important pour tout public. Moi, j'emmène régulièrement des fauteuils roulants. J'emmène régulièrement des tétraplégiques. Ça m'arrive même d'emmener 7 à 8 fauteuils roulants en même temps dans des voyages. Vous voyez, donc on peut proposer des choses à tout niveau sans que ce soit difficile. Voilà, le vélo rendant ou le cavalier faisant le reste. Voilà. Génial. Question de Marc, quels sont les meilleurs chevaux pour le tourisme équestre? De trait, de selle, âne, mulet, quelle race? Tu compléteras. Alors, en attelage, le poney d'attelage va très bien. Parce qu'il faut en convenir. Hein. Aujourd'hui, déplacer 2 poneys, une petite voiture, c'est quand même plus facile que d'emmener un trait. Enfin voilà. Mais un trait et une voiture, ça va très bien aussi. Pour 4 personnes, c'est cool. En plus, un trait, c'est pas forcément un gros trait. Hein. Le Côme normand fait des très bons chevaux sous la selle à 550 kg. Moi, perso, j'ai 2 de mes traits, 2 très légers, que j'utilisais beaucoup en rando, qui sont aujourd'hui chez des randonneurs. Et mon cheval de tête, mon meilleur cheval que j'ai eu, est aujourd'hui chez un randonneur hémiplégique. Donc, il l'emmène avec sa famille. Voilà, il prend les guides dans une main et le cheval est à l'écoute. C'est un cheval de 18 ans qui sait tout faire. Voilà, donc ça, je pense que le cheval de trait, pas trop lourd, mais lourd éventuellement aussi. Voilà. Le Poitevin attire beaucoup les randonneurs aussi, parce que c'est un cheval placide, très confortable sous la selle et à l'attelage. J'imagine que le Percheron aussi, je le connais moins bien. Donc le trait, oui, il répond bien. Le poney aussi. Je pense que la randonnée, c'est vraiment aussi là où nos petits chevaux de race locale, ce qu'on appelle les petites races de territoire, sont aussi très bienvenus. Voilà. Et puis j'imagine après chez les chevaux de selle, tout ça, qu'il y a des solutions. Mais j'insiste là, ouais. Poney, petit cheval de trait ou gros cheval, mais voilà, si on est embêté, on n'est pas obligé d'avoir des gros chevaux de trait. Puis alors, le mulet, la mule, l'âne répondent parfaitement à ça aussi, ouais. Ouais. On n'a pas parlé des randonnées bâtées aussi, hein, qui sont de plus en plus pratiquées, où l'âne trouve extraordinairement bien sa place, quoi. D'accord. Et on peut aussi recycler, alors pas des galopeurs, mais des trotteurs. Les trotteurs, hein. Le trotteur se recycle à une deuxième vie souvent. À une deuxième vie, et pour la randonnée, ce sont des chevaux relativement calmes en général et très endurants, donc ils retrouvent une deuxième vocation avec la randonnée. On a une dernière question. Je veux monter une entreprise de découverte touristique à cheval d'un vignoble. Quelle est la distance idéale pour un circuit à la demi-journée ou à la journée? Alors il y a 15 ans, j'aurais dit il faut faire 15 km pour intéresser les gens. Et je pense que je ne me trompais pas. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Si on a un contenu avec 10 km, 8 km, 8-10 km, on peut faire des choses intéressantes. Avec 5-6 km, on peut faire des choses intéressantes aujourd'hui. C'est plus le temps de la rencontre qui compte. Moi, j'ai quelques balades aujourd'hui qui font que 5 km. Si vous m'avez dit il y a 10 ans que j'aurais fait ça, pourquoi? Parce que le public aujourd'hui est habitué à ce mode de découverte. Voilà. Et par contre, c'est le temps de la rencontre, c'est la qualité de la rencontre qui compte. Voilà. C'est le pique-nique. Non, je caricature, mais l'histoire, le moment partagé. Le contenu, à mon avis, compte autant que le moment passé soit à randonner dans un attelage ou sur un cheval. S'il y a un contenu intéressant, effectivement, les kilomètres ne comptent pas. Les gens vont t'occuper pendant 5 heures. Si on leur fait découvrir de belles histoires, de beaux lieux, de belles rencontres, hein, puisqu'on peut s'arrêter notamment chez les vignerons, puisque cette personne parle de randonnée à travers les vignes. Voilà, 5 heures, c'est vite passé. Et 5 km, ce n'est pas les kilomètres qui vont compter. Je pense que en journée thématique, aujourd'hui, je pense qu'avec une vingtaine de kilomètres, même 15 km et des belles rencontres, ça va. Après, c'est une question de valeur ajoutée. Enfin, du coup, je pense qu'il y a cette question derrière. Plus vous mettez de gens extérieurs, plus votre billet devra monter. Moi, je vends énormément de journées thématiques à des familles. Souvent, c'est une personne qui paye. Donc, je lui demande de lâcher 250, 300, 350 euros. Hein, et c'est pas cher payé pour ce que je fais. Mais c'est toujours un choix que j'ai fait, alors pas l'été, mais le reste du temps, d'ouvrir à partir de billets comme ça. Et je leur dis toujours aux gens, bah, écoutez, on peut s'arrêter à ça, vous emmenez votre pique-nique, vous ferez votre restaurant plus tard. Et quand ils font la balade, ils me disent merci de nous l'avoir dit. Et quand on n'a pas trop d'argent à mettre, eh ben, nous, prestataires, on doit assumer qu'on fasse qu'une partie de cette rencontre. Et en l'occurrence, bah oui, nous, on va faire le visuel, le pique-nique, le lieu, la rencontre avec le vigneron, par exemple, parce que le gars, il va être content de vendre quelques bouteilles, etc. Et puis les gens iront consommer un restaurant 3 jours plus tard ou l'année suivante, si c'est une réunion familiale.
faut qu'on assume de découper ces buts de joint. Voilà. Enfin, je le dis, je le conseille vraiment. Moi, j'ai toujours osé ça depuis 17 ans. Et ça m'a permis de vendre beaucoup de journées au prix que je devais être payé. Alors si j'avais toujours mixé un restaurant, quelque chose comme ça, j'aurais perdu beaucoup de journées à vendre. Donc soyons pas le sous-produit de quelqu'un, osons être avec notre paysage, être le produit de la journée. Ouais, une belle conclusion. On arrive à la fin de cette conférence. Sophie, les projets, maintenant on se projette vers l'avenir de nouveaux projets un petit peu autour de ce thème après le succès de l'Equirando de cette année. Il y a d'autres choses en tête? Toujours beaucoup de projets à l'île Briand, oui, mais la seule chose concernant le tourisme, en effet, j'espère avoir donné vraiment l'envie, et j'en suis convaincue d'ailleurs. Je pense que vraiment, voilà, c'était l'idée et c'est réussi. Donc maintenant, il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers, mais qu'on commence à bosser finalement. C'est un peu ça. Et donc là, en effet, on va à nouveau travailler avec la région, avec le département, avec le pays pour développer des vrais parcours, enfin asseoir en fait. C'était comme je le disais tout à l'heure, c'était un pied à l'étrier. Maintenant, c'était qu'un tout début et il faut asseoir tout ça parce qu'on doit travailler sur les hébergements, enfin voilà. Et à l'île Briand peut-être d'ailleurs directement, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui en fait. Enfin, on accueille les compétitions, les courses, mais en revanche, on n'est pas site identifié en tant que tel. Donc pourquoi pas déjà à l'île Briand, mais bien au-delà de ça, sur tout le territoire. Et c'est vrai que sur le nord Anjou, on n'est pas forcément bien équipé en termes de chemin. Donc là-dessus aussi, il va falloir travailler avec les collectivités. En effet, il y a plus de chemins qui sont développés sur le sud du Maine-et-Loire, dans les vignes et tout ça. Mais nous, on a aussi des très beaux paysages, plus autour des rivières, autour de l'eau. Mais voilà, on a aussi à valoriser ce territoire et je pense que... Oui, tout à fait. Non, mais donc voilà, notre territoire, il est aussi à valoriser, donc on va s'y atteler, il faut qu'on continue. Voilà, ce n'était qu'un début. Avec une nuit dans le château de l'île Briand, voilà, pour nos randonneurs. Alors donc effectivement, aujourd'hui... nous voyons bien que des villes qui n'ont aucun ADN cheval ont des projets touristiques autour du cheval. Je vais faire un aller-retour là tout à l'heure à Ancenis. Ancenis, on ne peut pas dire que ce soit une ville qui a un ADN cheval. Il y a un très beau projet touristique qui est en train de se mettre en place et il y en a plusieurs dizaines actuellement de déposés à la région. Je pense que tous les acteurs du tourisme ont compris que le cheval pouvait être un élément complémentaire ou supplémentaire, à condition, pour que ça ne soit pas des échecs, il faut vraiment que ce soit partagé, il faut quelque chose de construit. Aujourd'hui, je pense que le randonneur, quel qu'il soit, n'accepte plus la balade à 3 francs 6 sous. Il faut un vrai produit touristique, un vrai produit pensé, et puis, comme nous le disions en introduction, un produit partagé. D'accord, mais écoutez, ça répond peut-être, on va peut-être pouvoir compléter une question de Paulette, on va bientôt en terminer, donc pour les questions, c'est maintenant ou jamais. Paulette, où situez-vous la limite entre la simple balade et la randonnée? Pour moi, la simple balade, 1h30 à peu près, pour un cavalier qui n'est pas trop expérimenté, c'est déjà énorme, 1h30. En calèche, on a beaucoup de produits 1 heure, ça c'est de la balade, enfin vraiment quoi. Et puis, dès lors qu'on dépasse l'heure et demie, 2 heures, on est déjà en randonnée finalement. Parce que ça veut dire qu'on change de milieu, qu'on a déjà traversé plusieurs routes, qu'on est déjà... que l'espace ne s'est plus spécifié à ça. On n'est plus sur un lieu qui a été préparé pour un petit trajet. Et donc, c'est déjà de la randonnée. Pour le professionnel, c'en est. Et pour les gens aussi. Peut-être... ce qui va nous manquer demain, si on veut revenir à faire de la belle randonnée, c'est des professionnels. J'insiste là-dessus, qui ont envie de faire rêver, qui ont un piquet de chevaux adapté, ou qui vont savoir accueillir des piquets de chevaux, ou qui vont savoir préparer des chevaux pour des particuliers. Donc on a besoin de cette espérance globale. Donc espérance globale, pour moi, c'est vraiment ce copartage pour arriver à sécuriser tout ça. Et ça passe par la promotion des territoires, c'est ce que j'ai insisté tout à l'heure, mais au cas où on aurait déjà oublié, je le redis. Parce que sans ça, le professionnel est en danger. Vraiment, on peut vivre toute sa vie avec un SMIC ou un demi, mais quand on est responsable de 10 animaux, ce qui est mon cas, 10 gros animaux, donc une vingtaine de petits chevaux pour ceux qui vont monter à cheval, c'est une angoisse. Il faut quand même qu'on le fasse dans de bonnes conditions, avec du bon matériel, etc. Donc c'est pas rien, si vous voulez.
Donc il faut ce copartage. Moi perso, je n'aurais jamais fait ce métier sans le très bon accueil du maire de Saint-Hilaire-de-Riez il y a bientôt 20 ans, qui a compris qu'on avait un projet alors que sa ville n'était pas adaptée et qui a fait confiance au fait qu'on puisse s'insérer. J'aurais sans doute pas continué sans la belle opération de Saint-Gilles et donc encore un autre élu. Et beaucoup de mes amis me disent ça. Donc vous voyez, ce copartage, il est essentiel en fait. Voilà. Et Océane nous pose la question, la dernière, promis. En quoi les collectivités locales ont-elles un pouvoir d'action sur le développement des hébergements de tourisme équestre? Eh bien, donc, en développant une politique de soutien par des subventions, nous avons un programme donc agritourisme qui est large et donc sur des projets portés par de vrais professionnels, nous pouvons apporter entre 20 et 25% de subventions sur ces projets. Donc c'est quand même c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Ça peut quand même impulser un projet. Et puis je rejoins Vincent sur la formation. Effectivement, nous avons beaucoup de formations autour du cheval, mais nous n'avons peut-être pas anticipé assez tôt ce métier dont parle Vincent. Et ça sera peut-être le sujet d'une prochaine table ronde l'année prochaine sur ce plateau. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, voilà, pour parler formation. Voilà. Augmenter les compétences. Voilà. Sophie, vous vouliez rajouter le dernier mot? Oui, je voulais juste... Non, parce que là, je suis assise à côté d'un élu très convaincu. Conseiller régional des Pays de Loire. Mais s'il fallait convaincre d'autres élus, je veux juste, on a travaillé à une étude d'impact économique sur l'équirando, je veux juste préciser que 1 euro investi par les collectivités, c'est 4,08 € injectés dans le territoire. Donc c'est important, je me suis dit qu'en termes de ratio, c'était quand même chouette. Mal, ouais. Et donc, en effet, bon, Eric, il est très moteur, mais voilà, si ça peut aider à convaincre d'autres élus, voilà, c'est 1 euro investi, 4 € dans le territoire, c'est pas toutes les actions qui sont comme ça. Et ben voilà une bonne conclusion. Merci beaucoup à vous trois, Éric Touron, conseiller régional, Sophie Seyé, directrice du domaine de l'Île-Briand, et Vincent Pipeau, entrepreneur, fondateur des élevages de la vie. Merci de nous avoir passionnés, et puis je vais prendre votre numéro parce que ça a l'air sympa. J'ai envie de vous entendre me raconter les belles histoires autour de vos balades. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez revoir, évidemment, si vous nous rejoignez seulement maintenant, toute cette web conférence, elle sera disponible en replay. Et puis nous, on se retrouve à 18 h en direct pour le journal du Salon du Cheval d'Angers avec Carole David. On vous fera vivre toutes les coulisses de ce merveilleux salon. Merci à tous. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Et n'oubliez pas le replay. Et sinon, on se retrouve demain à 11 h aussi pour une nouvelle conférence. Merci à vous trois de nouveau. Merci.